Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse du chapitre 921. Ça a été un chapitre de dingue, il s'est passé plusieurs trucs. Le final avec l'arrivée de Kaido en version Shenron était absolument mythique. On a fait un live justement avec Gonzaro, je te fais un gros coucou, et aussi Maxime de l'archipel Otageek. Et on a fait la Paris Manga, on en a beaucoup parlé avec la plupart des gens qui sont venus me voir. Encore une fois, un gros coucou à vous, et oui, je fais beaucoup de coucou dans cette vidéo. C'est aussi pour ça que cette vidéo ne sort que mardi. J'ai aussi attendu, comme d'habitude, après chaque convention, de retrouver un petit peu de voix. Et cette vidéo, enfin cette critique analyse plutôt, va être en deux parties, parce qu'il y a tellement de choses à dire que si j'avais fait en une seule, la vidéo a fait au moins 40 minutes. Alors dans cette vidéo, on va parler de quoi? On va parler de Shutenmaru, on va parler de Jack, et on va aussi parler des petites références, parce que oui, il y en a quand même quelques-unes au niveau de Dragon Ball. On va aussi parler de l'équipage et du plan de Kinemon. Et dans l'autre vidéo qui sera en lien à la fin de celle-ci, on va parler de qui? On va parler tout simplement de Kaido. On va faire un rappel sur ce qu'on sait à son sujet. Qui est-il réellement? A-t-il un fruit du démon ou pas? Et quel est le futur? Comment Luffy va pouvoir le combattre? Enfin, encore une fois, plein de questions. Vous aurez les réponses à tout ça dans la deuxième vidéo. Et dans celle-ci, on va plutôt s'attaquer tout de suite avec qui? Avec tout simplement Shutenmaru. Alors, Shutenmaru, c'est Ashura Doji. C'est sûr à 90% par rapport aux sortes de chignons qu'il a au-dessus de la tête. On l'avait vu dans l'ombre, il y avait par rapport à sa silhouette des éléments qui sont caractéristiques. Et donc, vu que Shutenmaru a à peu près la même corpulence, on peut penser que c'est la même personne. Déjà, il y a un truc qui surprend. On avait vu dans le chapitre précédent que les anciens, les Ronin justement, qui étaient au niveau de Kuri, avaient tous été domptés par Oden. Ils avaient créé la sorte de forêt de gros trucs qui s'appelait Utopie. Ils avaient aussi créé le château. Et à la mort d'Oden il y a 20 ans, la plupart étaient restés fidèles. On les avait vus justement quand Kinemon, Kenjuro ainsi que les autres étaient revenus après ce bond dans le temps qu'il y avait eu de 20 ans grâce à la mère de Momo. On avait vu qu'ils étaient tous restés. Ils avaient d'ailleurs le croissant de lune, et maintenant on sait pourquoi ils ont le croissant de lune. C'est une sorte de marque pour se reconnaître entre eux. Chose qui est pour moi absolument débile, parce que si il y avait des gens qui étaient au courant de ça dans l'équipage, enfin dans le groupe du Shogun Orochi, normalement il a juste qu'à faire une chasse à l'homme et tuer toutes les personnes qui ont un tatouage en croissant de lune, et comme ça en un sens il nique les rébellions. Donc voilà, il y a toujours des petits détails qui me font rigoler. Et ce qui se passe, c'est que la plupart sont restés fidèles, et il y a l'air d'avoir les plus forts qui eux sont partis. Pourquoi? Shutenmaru, qui, on le rappelle, enfin Ashura Doji, qui était le plus puissant des Ronin, des mecs, des voyous de la pire espèce, qui était avant au niveau de Kuri, qui était carrément un no man's land. Pourquoi lui, qui s'est fait dompter par Oden et qui l'a aidé à réaliser justement le rêve, n'est pas resté après pour aider et en un sens perpétuer la mémoire de Oden? Je pense que au fond de lui, c'est quelqu'un qui a besoin d'une autre personne plus puissante de lui pour lui imposer une certaine volonté, pour lui imposer un code moral. Et comme Oden est mort et qu'il n'a vu personne d'autre et qu'il ne s'est pas reconnu, ou peut-être même, on peut aller dans quelque chose de vraiment fou, que la puissance de Orochi n'a pas été, il n'avait pas une poigne assez ferme pour justement arriver à contrôler Ashura Doji, lui il est redevenu un Ronin et il fait sa vie comme il le veut. C'est-à-dire que c'est un véritable électron libre. Et d'ailleurs il le dit que vous ne devez pas sous-estimer les samouraïs, mais par contre il n'y a plus personne pour le contrôler. Et c'est là où intervient quelqu'un de très important, c'est tout simplement la personne de Zoro. Rappelez-vous, au moment où il part de Zunisha, oui, de Zu, il dit bien que à Luffy, je vais rallier énormément de samouraïs pour la rébellion. Et je pense que là on voit ce qui se passe à la fin. Il y a putain un cliffhanger. Je pense que Ashura Doji va réussir à s'enfuir, et en s'enfuyant, à un moment il va rencontrer Zoro, et Zoro
il va y avoir un combat avec lui, et Zoro va niquer la gueule de Ashura Doji. Il va pas le tuer bien sûr, il va peut-être le blesser, pourquoi pas, on en reparlera justement par rapport à Jack, et grâce à ça, Ashura Doji va être sous les ordres de Zoro. Il va reconnaître en Zoro peut-être son maître, la même personne peut-être que Oden, et grâce à ça, toutes les personnes qui sont sous les ordres de Ashura Doji vont rejoindre la rébellion de leur plein gré. On sait que d'après ce qu'a dit Kinemon, Ashura Doji est tellement puissant qu'il équivaut au moins 100 personnes. Autre chose aussi qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a 2 autres personnes que recherche Kinemon qui pourraient plus tard, pourquoi pas, être des lieutenants de la rébellion. Donc voilà, pour Ashura Doji, en un sens, vu son traitement narratif, c'est une personne qu'on a vu qui était très puissante et qui est vouée à devenir un allié de Luffy. Chose qui n'est pas le cas de Jack. Et on va parler un petit peu de Jack parce que ça me fait mal au cœur. Franchement, Jack, je ne sais pas pourquoi, mais je l'aime bien, Jack. Jack, je l'aime, et je pensais sérieusement qu'il allait faire un truc hyper badass ici. Alors que non, vous l'avez vu d'ailleurs pour ceux qui ont vu ma réaction live, je suis complètement surpris. J'ai cru que le sang qui avait giclé, c'était justement le sang de Ashura Doji, et non, ce n'est pas le cas. C'était le sang de Jack. Il s'est même fait couper une de ses armes. Alors, il ne s'est pas fait couper une corne. Encore une fois, on est encore dans la symbolique par rapport aussi, pour ceux qui connaissent Saint Seiya et Chevalier Zodiac, la corne du taureau qui avait été coupée, là, un petit peu le symbole de puissance. Là, il s'est seulement fait ouvrir le torse. Son métabolisme doit facilement cicatriser parce qu'il s'était quand même ramassé pas mal avec les derniers combats qu'il avait eu, et justement on va y revenir un petit peu après. On entend partout parler du genre oui, Jack c'est une merde, Jack est complètement nul, Jack est un peu un faire-valoir. Et là, sur le dernier truc de faire-valoir, je vais dire que c'est le traitement pour l'instant narratif de Jack, c'est de montrer, d'être un étalon de puissance par rapport aux autres. On va remettre un petit peu dans le contexte ce qui s'est passé depuis le début de sa rencontre. Il a été présenté comme étant la première prime qui est supérieure à 1 milliard de berry. Les autres personnes qu'on a vues comme ça, c'est au niveau de l'équipage de Big Mom, c'est tout simplement Katakuri. On a aussi Luffy maintenant qui a 1,5 milliard. Les autres, comme Crackers ou alors Perospero, ont des primes qui sont inférieures à 1 million. Même si la prime ne reflète pas la puissance du personnage, parce que c'est lié à la marine et c'est le danger qu'il représente par rapport à la marine, les 2 personnages qui sont Katakuri et aussi Jack, on peut dire que ce sont des personnes qui sont hyper puissantes. Il a tenu face à Inuarashi et Nekomamushi. Et même si c'est grâce au gaz qu'il a réussi à les vaincre, il a tenu plusieurs jours contre les 2, lui sans se reposer. C'est-à-dire que Inuarashi et Nekomamushi avaient divisé le temps en 2. Chacun, il y en a un qui s'occupait de la nuit, il y en a un qui s'occupait le jour. Et donc, pendant que Nekomamushi attaquait, Inuarashi pouvait se reposer et penser ses plaisirs. Alors que Jack, d'après ce qu'on a appris, lui, il combattait sans cesse. Et à un moment, il en a eu plein le cul et il a utilisé le gaz. Donc, vous ne pouvez pas dire que Inuarashi ainsi que Nekomamushi, ce sont de merde, ce sont des personnes qui ont fait, pendant un moment, ont été ralliées à l'équipage de Goldie Roger. Bon, ça c'est peut-être pas un bon indice, parce qu'on a aussi Baggy qui a fait partie de l'équipage. Mais ce sont 2 personnes qui sont puissantes. Après, il est parti pour aller sauver Doflamingo, parce qu'il y a eu l'annonce justement que Doflamingo avait été battu par Luffy et Law. Et là, il va combattre une flotte de la marine, dans lequel il y a un amiral Fujitora. On a vu le traitement de Fujitora au niveau de Dressrosa. On voit que c'est un personnage qui est hyper puissant. Et il y avait aussi Tsuru. Tsuru, même si on n'a pas vu grand chose d'elle, on peut imaginer que c'est quelqu'un d'intelligent qui a beaucoup de notions au niveau du combat. Et il est revenu vivant.
Si Jack avait combattu Fujitora et était tombé dans le coma, était tombé évanoui, Fujitora ne l'aurait pas laissé repartir sur un bateau avec le reste de son équipage. Il l'aurait mis dans la cale avec Doflamingo et il l'aurait emmené obligatoirement à Impel Down. Même si Fujitora n'est pas d'accord avec la mentalité de Akainu, il n'en reste pas moins quelqu'un de la marine qui avant a vécu quelque chose de grave, peut-être comme ça a été le cas de Zetto contre des pirates, et son but c'est de mettre en place une justice et d'empêcher tous les entre guillemets méchants, les emprisonner pour qu'ils ne soient plus en état de nuire. Si Jack a réussi à s'en sortir, il y a quand même dû y avoir un combat, et donc il a réussi à faire jeu égal pendant un petit peu de temps avec un amiral et des vice-amiraux. Donc, de ce point de vue, ce n'est pas une merde. Là, maintenant, il revient, se fait blesser. Dans les cases d'après, on voit qu'il arrive à blesser Ashura Doji. Pour moi, Jack a un problème. C'est tout simplement qu'il n'arrive pas, soit il se surévalue, soit il est complètement débile et il fonce. Et ça fait penser à quelqu'un, c'est tout simplement Luffy. Et en un sens, c'est peut-être aussi la grande puissance et le grand danger de Jack. C'est-à-dire que Jack, quand il voit une menace, il fonce. La seule personne envers laquelle il a peut-être peur, c'est Kaido. Et encore une fois, quand Kaido arrive, tu le vois dire « Mais putain, qu'est-ce que tu fous là ?» J'étais en mesure peut-être de tous les niquer. Jack est quand même puissant. Et pour l'instant, on n'a vu qu'une seule transformation. On a vu sa transformation seulement que en version totale. On n'a pas vu sa forme hybride. Rappelez-vous Luffy, il était en forme totale de guépard et après il est en version hybride. Il a même plusieurs versions hybrides. Il y en a qui sont plus sur la vitesse et d'autres qui sont plus sur la puissance. Imaginez la puissance de Jack en version hybride. C'est un mec, il va être blindé, peut-être qu'il va avoir le cuir du mammouth très très dur, et il va avoir une puissance de taré. Peut-être que dans les prochains chapitres, on va voir la vraie puissance de Jack. Encore une fois, Jack est un élément narratif pour mettre en valeur, ou pour servir, comme je l'ai dit, d'étalon par rapport aux autres. Mais Jack n'est pas une merde. Maintenant, on va parler un petit peu du reste qu'il y a eu au niveau de ce chapitre et qui est aussi important et qu'il ne faut pas occulter. C'est tout simplement le plan de Kinemon, le plan où les autres Mugiwara ont été justement leur part, leur intérêt là-dedans. Le but, c'est d'aller dans quelques semaines, je crois que c'est dans 2 semaines, aller sur l'île de Jack, qui est l'île des démons. À travers ça, ils ne vont pas y aller YOLO comme ça directement. Le fait que Franky soit charpentier, au début, j'ai cru que c'était pour le plan du manoir du Shogun, pour pouvoir justement le château du Shogun, pour pouvoir rentrer dedans. Non, pas du tout. Le charpentier pour lequel il travaille, le maître pour lequel il travaille, a justement travaillé sur l'île des démons. Et donc, c'est pour avoir le plan. Et là, je trouve que c'est hyper intéressant. On arrive vraiment comme un plan, comme dans Ocean Eleven, où chacun va avoir leur rôle et chacun a été mis en avant. Le fait qu'on ait Usopp, qui a beaucoup de bagou, qui parle énormément, qui arrive un petit peu à amadouer les gens à travers ses mensonges, le fait qu'il soit en vendeur, ça le permet d'aller absolument partout. C'est quelqu'un qui se fond dans la masse et qui est là pour distribuer, pour organiser un petit peu la future attaque qu'il va y avoir au niveau de l'île des démons, parce que les gens qui ont le croissant lune vont recevoir un petit parchemin sur lequel il y a l'horaire pour attaquer, la date et aussi le lieu. Là, ici, Usopp a vraiment un rôle important. On se doutait bien que Robin allait là pour justement s'approcher du Shogun, parce que le Shogun aussi va être sur l'île des démons. On voit que Kinemon est intelligent. Je le placerai même peut-être au niveau de Capone PG. Luffy et les Mugiwara font partie du plan. Zoro, ça c'était génial aussi, c'est que Zoro aussi devait rallier des gens et donner des trucs, mais Zoro, vu qu'il se pauvre, il y a la partie impondérable du plan qui est figurée par les Mugiwara, et donc c'est obligé que ça va foirer. Maintenant, on va aussi parler de quelque chose qui m'a tenu avec très bien, même si je me suis fait insulter, c'est les petites références qu'il y a au niveau de Dragon Ball. Alors oui,
je ne suis pas débile, je ne suis pas un gros con. Le dragon qu'on voit est une représentation du dragon oriental. Le dragon oriental, tu fais une recherche au niveau de Wikipédia, c'est d'ailleurs aussi ce que j'ai fait, les dragons peuvent vivre plusieurs milliers d'années, d'ailleurs l'œuf en lui-même reste 1000 ans avant d'éclore, et quand il éclore, c'est pas directement le grand dragon qui arrive, c'est une sorte de serpent, de créature aquatique. Elle met 500 ans pour évoluer, et à partir de là, il y a sa moustache qui pousse, il y a une barbichette, il y a aussi les cornes. Le dragon oriental est l'assemblage de 9 créatures. Il faut savoir que quand le dragon devient un plus adulte et qu'il a vraiment toutes les caractéristiques, il a d'ailleurs 117 écailles. Je pense que le numéro 117, c'est quelque chose qu'on va revoir. Justement, il a un nom spécial, et le nom spécial, c'est Kaio, je ne sais plus quoi, mais aussi Kaio reprend un petit peu la connotation de Kaido, donc il y a tout un truc qui est lié, donc oui. Tout ça pour revenir que le dragon oriental fait beaucoup, enfin le dragon de Kaido fait beaucoup penser à Shenron, qui est lui-même tiré du dragon oriental. Mais la manière dont il est dessiné, la manière dont il est placé fait énormément penser à Shenron. Et donc oui, c'est un clin d'œil obligatoirement à Dragon Ball. Et d'ailleurs dans ces chapitres, vous avez d'autres clins d'œil, et il y aura d'autres clins d'œil aussi. Le fait de voir Chopper déguisé en ninja, la tenue qu'il a fait énormément penser au nom du, et je ne l'ai plus, mais c'est le petit renard qui est dans le groupe de Pilaf. Donc il y a déjà cette chose, le fait aussi que Brook au début pense qu'il a une culotte sur la tête, ça fait parfaitement penser au tout début de Dragon Ball quand Olaf, je vais l'appeler comme ça, Orlong, il y en a qui l'appellent aussi comme ça, va demander au dragon une culotte. Il y a la petite référence, et le fait que ça soit aussi Brook qui est le personnage peut-être le plus pervers à toujours voir la culotte. Ça reprend justement le personnage de Orlong. On a le kimono qu'a Senji, fait aussi penser au kimono que possède Kojirobe. Donc voilà, et vous voyez, il y en aura plein, Je pense aussi qu'on aura aussi des références par rapport à Naruto. C'est normal, les mangaka aiment beaucoup placer des références par rapport à les personnes qui les ont inspirés, et Akira Toriyama en fait partie. Il place aussi des références par rapport à leurs amis. Il y avait eu des références par rapport à Naruto, et on en aura toujours. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau dans les œuvres, et on sait que Ishiroda adore faire ça. On avait eu le bateau de la licorne, on sait qu'il a lu Tintin, il y a eu des références par rapport à Vic le Viking, on sait que c'est quelque chose qui l'a vachement inspiré. Donc voilà, il y a de quoi faire une grosse vidéo là-dessus, ça sera fait un jour, mais voilà, où j'en parle des fois quand je fais des conférences. Donc vraiment, on revient sur un chapitre qui est absolument magnifique. Maintenant, la question est comment ils vont pouvoir niquer la gueule de Kaido, pourquoi Kaido est arrivé comme ça, pourquoi il est comme ça, et ça, on va tout simplement y répondre dans la deuxième partie de cette critique analyse, celle où on va parler de Kaido. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette première partie de critique analyse. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie qui sera en lien. Encore une fois, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, parlez autour de vous, et on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.